Salut le gamer, ici Vincent. Et Yannick. Aujourd'hui, on vous parle de jeux coopératifs. On vous explique pourquoi nous, on aime les jeux de coopération. On vous présente certains jeux, certains plus anciens, d'autres plus récents, qu'on vous présente maintenant. Alors Vincent, jeux coopératifs. Toi, tu as joué à pas mal plus de jeux coop que moi, des gros jeux en fait. Bah. Plus des gros jeux. Moi, j'ai pas joué à énormément de jeux coopératifs tant que ça, mais pourquoi t'aimes ça déjà? Ben, moi, en fait, le jeu coopératif, ce que j'aime, c'est l'ambiance que ça l'amène autour de la table. Plus, tu sais, les gens arrivent, sont décontractés. Je pense que c'est vraiment un effet d'ambiance. Tu sais, des fois, on joue souvent en compétitif. Celui qui fait le plus de points gagne. Puis là, dans les jeux coop, ce qui est le fun, c'est tout le monde gagne ou tout le monde perd ensemble. Tu sais, il n'y a pas... ça dépend de certains jeux. Des fois, on appelle ça le syndrome du petit mâle alpha, là, qui aime ça tout décider. Ça dépend vraiment avec la gang que tu joues. Là, moi, à date, tous les jeux coop auxquels j'ai joué, là, les gangs sont super agréables. Puis c'est relax. Puis c'est vraiment... Les jeux coop, j'aime ça parce que c'est vraiment d'ambiance. Là. OK. Parfait. Moi, j'aime ça, les jeux coop, parce que je suis mauvais perdant. Donc... non, on aime bien tous gagner au jeu là, c'est normal, là, mais je vais pas retourner la table là, si j'ai perdu un jeu. Mais oui, moi j'aime ça un petit peu comme toi, l'ambiance que ça donne. J'aime beaucoup les jeux semi-coop aussi. Tu sais, Nemesis, j'arrêterai pas d'en parler, là. Mais jeux coop, c'est le même principe que toi. Là. Tu sais, il y a toujours une bonne ambiance, on essaye de se battre contre le jeu. On peut discuter entre nous, ça va être quoi la tactique, indépendamment du jeu auquel on joue. Et puis, ça met toujours une belle ambiance. Là. C'est vraiment les discussions alentour de la table là, qui sont le fun. C'est sûr qu'il y a certains jeux coop que les discussions peuvent s'éterniser si on met pas un frein. Là, là ben, des fois, au final, on se rend compte qu'on jase plus qu'on joue, mais ça reste le fait que c'est quand même très agréable les jeux coop. Donc, le premier jeu coop que je vous parlerai, c'est les Chevaliers de la Table Ronde. Donc, pourquoi les Chevaliers de la Table Ronde? C'est un jeu qui date, je me rappelle plus. 2010, me semble? Ça fait longtemps. C'est un des premiers jeux là, de Bruno Catala. Puis le pourquoi j'aime ce jeu coop-là, parce que c'est avec lui que j'ai commencé à partir mes jeux de société. Fait que les chevaliers de la table ronde, dans le fond, on est plusieurs chevaliers, on essaie de réussir des quêtes ensemble. Et dans les chevaliers, il y en a qui sont loyaux et d'autres possiblement des traîtres. Ça se peut qu'il y en a, ça se peut qu'il n'y en ait pas. Mais c'est le fun parce que pendant le jeu-là, on travaille ensemble, mais on a toujours un doute sur quelqu'un. Fait le but, c'est de réussir un maximum de missions avant que la table ronde soit pleine d'épées. Parce que c'est sûr qu'on va en échouer. Il y en a qui sont des traîtres parmi nous autres qui vont essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. On a des quêtes qui sont individuelles. On a des quêtes qui sont en coopératif. Mais ce qu'on sent pendant le jeu-là, c'est vraiment une tension qui monte au fur et à mesure des rounds parce qu'on a 3 façons de perdre le jeu. Soit nos chevaliers meurent, soit on est assiégé par 12 anciens de siège devant un camelot. On perd la partie. Il manque une condition de victoire. C'est si on a plus d'épées noires que d'épées blanches sur la table ronde, on perd la partie. Donc, au fur et à mesure qu'on monte, on s'en va vers les missions, on joue des cartes. Exemple, on a des quêtes qu'il faut aller combattre Lancelot, le Chevalier Noir, le Dragon. On a la quête d'Excalibur, la quête du Saint Graal. Bref, on a toutes des quêtes différentes qui sont jouées différemment, qui ont chacun leur niveau de difficulté. Puis plus qu'on avance dans le jeu, plus que ça devient tendu. Et on a ce fameux paquet noir qui nous met de la scrap à pratiquement tous les tours. Parce qu'à ton tour de jeu, ce que tu peux faire, c'est perdre un point de vie, mettre un ancien de chaise sur Camelot ou piger une carte noire puis appliquer son effet. Et là, souvent, on fait c'est pas grave, nanana, jusqu'à temps qu'on pige la carte. Là, on fait crotte. Puis là, la chenoute à part. Fait là, on dit, pourquoi t'as pigé une carte noire, puis là, telle affaire, puis là, c'est toi le traître. C'est ça. Fait qu'on s'accuse mutuellement, puis des fois, ça arrive des parties qu'il n'y a pas aucun traître, puis quand t'accuses faussement quelqu'un, ça te fait revirer une épée blanche
en épée noire, puis ça, c'est pas très aidant. Fait que toi, je sais que t'as joué une fois à ce jeu-là. Là, on a joué il y a pas longtemps, tu l'avais amené pour une soirée, là, puis je le connaissais de nom, là. C'est un jeu super connu, mais j'avais jamais joué. Et on a passé une bonne soirée. Là, en plus, les jeux où il y a toujours des suspicions de traîtrise dans ces jeux-là, ça amène beaucoup de tension. C'est toujours très agréable. Là, on arrive, bon, mais t'as mis une carte face cachée pendant une quête. Pourquoi? Tu sais, pourquoi t'as fait ça? Là, ils vont dire, ah, ben parce que, exemple, dans une quête, exemple, la quête de Lancelot ou du Chevalier Noir, le but, c'est de mettre un nombre de force X pour battre la force du Chevalier Noir et de Lancelot pour gagner la quête. Mais quand, exemple, tu piges des cartes noires, puis exemple, c'est une carte de Chevalier Noir, ben, dans ta carte de Chevalier Noir, il y a une puissance dans ce chevalier-là. Fait que là, tu as le choix de la révéler à tout le monde ou tu as le choix de la mettre face cachée. Quand tu la mets face cachée, il n'y a pas personne qui sait c'est quoi, mais ça te permet de piger une carte blanche. Parce que les cartes blanches, c'est ça qui te permet de réussir tes quêtes. Puis dans tes cartes blanches, tu as c'est des cartes de combat qui te permettent de battre des quêtes. Ça peut être des grades qui te permettent de réussir la quête du grade. Bref, toutes les cartes te permettent de te progresser dans le jeu. Mais bref, tout ça pour dire, c'est que quand tu arrives pour cacher une carte, c'est sûr que c'est suspect. Il y en a qui vont te dire, ben, c'est parce que j'avais moins de cartes, j'en avais vraiment besoin. D'autres qui disaient que c'était une petite carte puis que c'était pas nécessaire. Mais au final, c'était une grosse carte qui va te faire échouer ta quête. Mais tu le savais pas, tant aussi longtemps que la quête n'est pas terminée. Mais bref, on suspicionne tout le monde. C'est fatigant parce qu'on sait jamais c'est qui le travaille. Quoique la dernière partie, j'ai quand même bien deviné parce que c'était ta femme. Puis, il n'y a pas personne qui le savait à part moi. Mais ça, c'est avec les nombreuses années que j'ai joué à ce jeu-là. À un moment donné, il y a comme des petits patterns qui se font, les trades qui font en sorte qu'on est capable de les deviner plus facilement. C'est sûr qu'il y a des trades meilleurs que d'autres, là, mais là, vu que c'était votre première partie, on va dire que c'était un trade novice. Ouais. Mais bref, un très beau jeu que je vous invite à aller voir. Il est extrêmement difficile à trouver. Je ne sais même plus s'il s'en vend encore en boutique. Si jamais vous le voyez sur Internet à vendre, allez-y, sautez dessus. Et il se vend aussi avec une extension qui s'appelle la Compagnie de Merlin, aussi qu'au lieu de jouer, parce que c'est un jeu qui joue de 3 à 7 joueurs, avec l'extension, te permet de jouer jusqu'à 8. Ça rajoute des nouveaux chevaliers, ça rajoute des nouvelles cartes noires pour mettre de la scrap dans ton jeu, ça rajoute des cartes blanches pour t'aider. Bref, ça rajoute d'autres options dans ton jeu qui risque d'augmenter la difficulté. Puis une des affaires que j'ai aimé dans le jeu-là, c'est que, tu sais, souvent, quand on commence une partie, on peut pas rajouter de joueurs. Mais dans ce jeu-là, tu as commencé la game, quelqu'un veut se rajouter, ben il y a une façon de rentrer le monde dans le jeu sans problème. Puis tu as une version expert où c'est qu'en temps normal, tous les chevaliers ont un pouvoir unique qu'ils peuvent utiliser une fois par tour. Mais dans la version expert, on appelle ça abdouer un chevalier, c'est-à-dire que personne n'a aucun pouvoir en début de partie. Lorsqu'une quête sera réussie, on décide en groupe qui aura son pouvoir de chevalier. On augmente comme ça, fait que bien sûr que quand tu n'as pas de pouvoir de départ, ça complexifie la difficulté, là. Mais bref, un excellent jeu à aller voir. Allez vous informer sur Internet. On va juste expliquer grosso modo, mais tu sais, moi, c'est vraiment un jeu que j'ai apprécié, qui, même si ça fait longtemps qu'il existe, j'ai toujours du plaisir à ressortir là, avec du nouveau monde. Une chose que tu as expliqué grosso modo, là, parce que sinon, ça aurait été une vidéo de 2 heures. Hein? Oui, effectivement. Non, mais tu as donné l'essentiel du jeu, là, puis ouais, c'est un jeu coop, c'est un classique là, des jeux coop. Beaucoup de monde connaissent ce jeu-là. Moi, j'y avais jamais joué. Je fais peut-être partie des exceptions, là, mais j'y rejouerai certainement. Là. Puis, c'est toujours pareil, les jeux coop, souvent plus on est, hein, plus il y a d'ambiance autour de la table, donc à plusieurs, c'est vraiment agréable. Effectivement. Puis toi, de ton côté, Yannick? Ben, écoute, moi, ça va pas être aussi long que toi, mais j'ai joué à quelques jeux coop, là, mais pas forcément des gros jeux. Un classique aussi dans les jeux coop auxquels j'ai joué, c'est Pandémique. Pandémique, je crois que ça, c'est un des jeux qui a
probablement refaçonner la façon de jouer au jeu coop. Je connais, mais j'ai jamais joué. T'as jamais joué? J'ai jamais joué à Pandémique. Mais tu sais, j'en ai entendu parler, mais j'ai jamais joué. Donc c'est ça, on combat un virus sur la planète, et puis on joue le rôle d'un spécialiste. Donc ça peut être un spécialiste, ça peut être un médecin, ça peut être un spécialiste de la logistique, et puis on a chacun une capacité, et on va voyager sur la carte à travers la planète pour essayer de guérir les foyers de maladie. Puis les foyers de maladie, ils vont grossir de plus en plus, donc on se bat un petit peu contre la montre, puis contre ce virus qui prend de plus en plus d'expansion. Je présume que ça a augmenté cette popularité de jeu-là quand on a eu, nous, notre propre pandémie. Là. Ça fait tout son sens. Comme je l'avais dit dans notre vidéo d'introduction, nous, ça fait peu de temps qu'on joue quelques années qu'on joue à des jeux de société, là, mais ça fait pas 10 ans, 15 ans. Et ça a été un des premiers jeux qu'on a acheté, et puis on a commencé vraiment à jouer pendant la pandémie. Donc ça a été un jeu qui était en plus d'actualité à ce moment-là. Donc et on a joué en famille, là, donc c'est vraiment un jeu qui est abordable même pour les jeunes. Ça a parti notre collection de jeux, je te dirais, pandémique. On a joué plusieurs parties, et puis on pensait évidemment à la Covid-19. Bon, on l'a eu, on a fini par l'avoir, et donc après on en a eu d'autres, des jeux coop là, mais beaucoup plus des jeux semi-coop là. Mais je vous reparlerai de tout ça tout à l'heure, après Vincent, son deuxième jeu. Ouais, mon deuxième jeu, en fait, que je vais vous parler, ça s'appelle The Reckoners. Donc, The Reckoners, dans le fond, vous vous retrouvez dans une ville qui s'appelle New Cargo, qui a été envahie par les Epics. Donc, les Epics, c'est des humains qui ont reçu, en fait, des pouvoirs surnaturels. On sait pas trop comment, puis ils s'en sont servis à mauvais escient pour envahir la ville de New Cargo. Et on a les Reckoners, dans le fond, qui se sont regroupés pour faire face à ces Epics-là. Donc, nous, le but en tant que Reconners, c'est de détruire le Epic et leur maître qui s'appelle Steelheart. Donc, on essaie de contrôler les différents districts de New Cargo. On essaie de se consulter pour savoir quelle est la meilleure façon d'arriver à nos fins pour évincer les Epics et évincer le boss. Est-ce que c'est facile? Non. J'ai perdu à peu près 50% de mes games. C'est l'enfer. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a une gradation dans le jeu. Tu sais, tu peux commencer en easy, normal, expert, très, 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 très dur. Puis, tu sais, j'ai gagné. Les fois que j'ai gagné, j'étais en mode easy. J'ai jamais gagné en mode normal. On s'est fait ramasser. Ça avait aucun sens. Puis, ce qui est le fun, c'est que ce jeu-là, il fonctionne avec une mécanique de Yahtzee où c'est que tout le monde brasse ses dents en simultané. On place nos dés, puis il n'y a pas de tour précis. C'est tout le monde joue, fait ses affaires en même temps. Okay. On se consulte, mais juste le fait de jouer en simultané fait en sorte que ça réduit le temps de jeu. Des fois, le manque de communication se fait sentir parce que des fois, tu fais tes affaires puis tu fais pas attention à ce que les autres font. Non, c'est ça. Ça, c'est l'optique. La production pour ce jeu-là est phénoménale. Là. Juste là, toutes les trays, les dés, tout le matériel, c'est vraiment phénoménal ce qu'ils ont fait là, comme jeu au niveau du graphisme et tout ça. Vraiment un très bon jeu. Je vous invite à aller voir là, sur Internet, c'est quelque chose qui vous anime à le regarder. Là. Fait. Encore un jeu que je connais pas non plus. Non. Et je crois que le jeu dont je vais parler maintenant, tu ne le connais pas non plus. Donc chacun, on a eu chacun nos jeux coop là. Et puis c'est Aeon's Head. Aeon's Head, donc c'est un jeu coopératif deck building dans lequel on va devoir battre la Némésis. Donc la Némésis, on défend le dernier village sur Terre, et puis la Némésis va essayer d'envoyer ses monstres, et elle va arriver aussi pour essayer de détruire le dernier village sur Terre, et puis détruire l'humanité finalement. Donc deck building coopératif, on joue le rôle d'un magicien, d'un mage, et puis on a différents pouvoirs. On va pouvoir aller évidemment, avec le principe du deck building, renforcer notre deck de cartes pour aller combattre les monstres et la Némésis.
un jeu qui joue très bien. Encore un jeu auquel je jouais avec les enfants. Ça se passe vraiment bien. Il y a aussi différents niveaux de difficulté. Donc, on avait joué principalement dans les niveaux les plus faciles. Mais on a toujours moyen de compliquer aussi les affaires une fois qu'on est habitué à la mécanique du jeu, puis aux cartes qu'on connaît beaucoup plus aussi. Ben, on peut augmenter la difficulté. Donc, on cède un très bon deck building coopératif. Et je pense qu'il y en a plusieurs séries qui sont sorties. Il y a un Legacy qui est sorti aussi, donc en forme de campagne. J'ai pas joué au Legacy. J'ai juste la première version. J'ai juste joué à la première version, mais elle se suffit à elle-même, je dirais. Je suis un peu moins jeu Legacy, là, de trouver des cartes, on progresse, on colle des stickers, puis tout ça. Je suis un peu moins Legacy, mais les gens ont l'air beaucoup aimés parce qu'on entend, on avait parlé des Legacy un peu comme. Il y en avait un pandémique aussi, Legacy, Iron's Legacy. Gloomhaven Sender aussi, là, qu'on détruit des choses. Moi, je suis moins de ce style-là, mais il y en a beaucoup de gens là, qui trippent. Il en faut pour tout le monde. Oui, effectivement. Et moi, c'est pareil, je suis moins Legacy aussi. Mais bon, on se voit que il faut que ça plaise à tout le monde. Donc, Aeon's Head Legacy, pourquoi pas. Moi, je préfère le classique. Là, mais c'est ça. De mon côté, le troisième jeu que je vous parle, c'est un Donjon Crawl coopératif qui s'appelle Massive Darkness. Donc, Massive Darkness, en fait, ça a été les créateurs de Zombicide, là, la compagnie Cool Mini Arnott qui a fait ce jeu-là. J'ai joué à la première version, j'ai joué à la deuxième, pas avec tous les modules, mais certains. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si tu connais le jeu vidéo Diablo. Oui. J'ai trouvé que quand on se promène dans ce jeu-là, c'est tout le temps le même principe. En fait, tu arrives avec tes aventuriers, puis c'est un système de portes, monstres et trésors. Mais tu rentres, il y a une panoplie de monstres. Là, tu essaies de toutes les tuer, les égorger, leur lancer une panoplie d'affaires. Puis après ça, ben, tu ramasses une panoplie de trésors, tu essaies de monter ton personnage le plus costaud possible pour arriver au boss final du donjon, puis d'essayer de le battre. Au fur et à mesure que tu montes, ben, il y a de plus en plus de bébites, et les monstres sont de plus en plus forts, et le boss sont de plus en plus forts. On peut, dans ce jeu-là, ce qui est le fun, c'est que tu peux le faire en one-shot, et tu peux le faire en campagne. Le seul problème, c'est que quand ils ont fait le premier Massive Darkness 1, la campagne était pourrie. Ils ont rectifié le tir avec le Massive Darkness 2. C'est que la campagne était vraiment mieux faite. En fait, Massive Darkness 2, c'est excellent. Si t'as jamais joué, je t'invite à l'essayer. Moi, j'ai vraiment trippé sur ce jeu-là. Je trouve vraiment que c'est un gros hack and slash. Là, tu rentres, puis tu tues tout le monde, puis let's go. T'as du fun. Puis il y en a qui aiment ça, des jeux de Donjon Crawl plus, comment je pourrais bien dire ça? Stratégique. Est-ce que c'est très stratégique? Oui et non, pas tant, dans le sens que tu lances une panoplie de dés puis tu y vas avec le résultat des dés que t'as, avec des capacités puis tout ça. Moi, j'aime bien ça. Quand tu joues à Zombicide, tu brasses tes dés puis tout le temps je vais-tu l'avoir, je l'aurai-tu pas? C'est un peu le même principe, mais je pense qu'entre les deux, j'aimais mieux la version Donjon Crawl. Okay. Avec Massive Darkness. Donc, le deuxième, là, avec Massive Darkness 2, là, le mode campagne, c'est avec Evenfast. Puis sur Kickstarter, il avait sorti là, une panoplie de boîtes avec des nouveaux monstres. Quand j'avais acheté la première édition, là, je devais avoir 10 boîtes juste pour ce jeu-là. C'est vraiment énorme, la tonne de plastique qu'il y a dedans. Donc, Massive Darkness... C'est un jeu écologique? Non, vraiment pas, mais Massive Darkness, un excellent donjon crawl, hack and slash. Allez voir ça sur Internet, ça vaut le détour. Informez-vous. Toi, Yannick, de ton côté? Ben écoute, tu vas peut-être être étonné. Parce que j'avais l'intention de parler d'un petit jeu, on en a parlé tantôt, de cartes de pli. Puis je vais changer mon avis, en fait. Enfin, pas mon avis, mais je vais changer de jeu. Je voulais vous parler de The Crew. Donc, un petit jeu de cartes de pli que j'aime beaucoup. J'adore les jeux de pli. Moi, je suis français, je joue à la belote, pour ceux qui connaissent la belote au Québec. Un jeu de cartes français, c'est un jeu de pli aussi. Je connais pas la belote, mais je connais la belette au Québec. Non, c'est pas la belette. Okay. Rien à voir. Et puis, en fait, je vais parler de l'Arcana. OK. L'Arcana,
Vincent, c'est un gros spécialiste de l'Orcana. Il organise des tournois à chaque mois dans sa petite ville de Plessisville. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Et puis, moi, j'ai découvert ce jeu-là il y a quelques mois, 2-3 mois peut-être, par l'intermédiaire de mon garçon qui a voulu essayer. Et puis, en fait, toute la famille s'y est mise. Et on a eu un tournoi, justement, samedi. Nous, on a fait un beau triplé avec ma blonde, Marine et moi. Il y avait 28 participants. On a fait 25, 26 et 28. Donc, ça suit au classement. Donc, on n'est pas des spécialistes de l'Orcana, mais on adore ça jouer, on adore ça pour l'ambiance. C'est une très belle ambiance dans les tournois que tu organises. Là, c'est très familial. On a beau être 28 personnes, il y a des gens de Québec, il y avait quelqu'un de Gatineau, là, Bécomo, qui est venu. C'est impressionnant. Les gens viennent de partout. Et le propriétaire de l'endroit où ça se passe, là, le Somerset à Victoriaville, on va lui faire une petite publicité. À Plessisville, qui nous accueille à bras ouverts, qui a le cœur sur la main pour ses participants. Et il y a des prix de présence. Et ma blonde a eu la chance de gagner le kit Ursula coopératif. Je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Là, tu vas me dire ça, Vincent? Je ne sais pas par cœur non plus, okay. Mais c'est le chapitre 4, dans le fond, on a sorti une boîte exprès pour le jeu Koa. Puis Yannick a eu la chance d'en gagner un au prix de présence. Fait qu'il a essayé ça. Quand est-ce que tu as essayé ça? Alors, on a essayé ça hier. Et puis, en rentrant, mon gars, il a déballé ça. Il a sauté sur les sets de cartes. Ma blonde, elle a couru acheter des sleeves pour protéger les cartes. Et puis, on a essayé ça. Alors, un petit peu de misère, comme je l'ai déjà dit. L'anglais et moi, on n'est pas très amis. Donc, on a eu un petit peu de misère simplement à ajuster quelques points précis de règles. Mais en fait, le but, ça va être en coopératif. Donc, il y a 2 decks de cartes dans ce set-là, donc qui sont quand même complémentaires. Et Ursula, c'est un genre d'automa. On va gérer son deck de cartes pour elle. Elle a un deck de cartes très fort. Les cartes sont magnifiques. Et donc, le but, ça va être, comme dans une partie de l'Orcana, de jouer ses cartes et puis d'essayer de défaire Ursula. Ursula doit arriver à 40 points. Et chacun des joueurs qui joue contre Ursula doit lui arriver à 20 points, comme dans une partie régulière de l'Orcana. Donc, j'ai joué avec mon garçon. Et cet après-midi, justement, on a joué avec son ami. Donc, on a joué à 3 contre Ursula. On a perdu. Elle nous a mis une belle raclée. Et il y a 4 niveaux de difficulté. 4e niveau de difficulté, je n'ai même pas imaginé... le extrême. Ah, ça doit être l'enfer. Parce que Ursula pioche des cartes à chaque tour. En fait, elle pioche 2 cartes au niveau facile. Et puis, au niveau extrême, elle doit finir par piocher 5 ou 6 cartes, je crois. Puis, comme son deck est très forte, là, c'est sûr, on se fait ramasser. Donc, écoute, on a eu beaucoup de plaisir. Et puis, on va encore en avoir beaucoup. Et ça l'amène une autre dynamique, en fait, vraiment, au jeu que le 1 versus 1. C'est pas compétitif. Là, tu n'essayes pas de battre ton adversaire. On s'allie pour battre l'automa Ursula. Là, et vraiment pas gentil. J'insiste là-dessus. Là, son deck est vraiment très fort. Et donc, vraiment à explorer, à exploiter. On peut jouer aussi avec son deck de compétition, pourquoi pas, plutôt qu'avec les decks qui sont dans la boîte. Les decks qui sont dans la boîte, on peut jouer aussi en compétition avec. C'est pas des decks qui sont très forts, là, je dirais. C'est des decks plus ou moins de base. Mais pour le mec qui a un mode normal avec ces decks-là dans la boîte, tu risques de te faire massacrer. Ouais. Ben oui, alors à moins d'être vraiment d'être déjà un très bon joueur de l'Orcana, je pense, ce qui est pas notre cas. Mais tu sais, on l'a battu quand même en mode facile avec ces decks-là. Mais on l'a pas encore essayé en mode normal. Tu sais, on a fait 3 parties, je crois. Donc, on prend nos marques tranquillement. On apprend à connaître le deck d'Ursula, là, puis on sait que certaines cartes, quand elles vont tomber, ça peut faire très mal. Donc, c'est ça mon 3e jeu. En fait, j'ai changé d'avis. Et puis, probablement qu'à un moment donné, on va vous faire une petite vidéo sur l'Orcana. Vincent va vous parler de ça, là, puis je crois qu'il y a beaucoup de monde qui vont s'y mettre. C'est vraiment un bon deck building. Je sais qu'il y a des amateurs plus. Il y a
Star Wars qui est sorti aussi en deck building. Il y a beaucoup d'amateurs de Star Wars, puis c'est pas une guerre qui est entre les deux, mais moi j'ai jamais joué honnêtement à Star Wars. Peut-être que à un moment donné j'y jouerai, mais il y a beaucoup de gens qui préfèrent Star Wars à Lorcana. Moi j'adore l'univers Disney en plus. Je suis un fan de Star Wars aussi, mais là Lorcana ça prend déjà énormément de place, donc je dirais que pour le moment, ça va être ça. Peut-être qu'un jour, j'essaierai Star Wars. Je changerai peut-être d'avis, mais on a déjà beaucoup de plaisir avec l'Orcana. Ça me fait penser, je suis content que tu en aies parlé parce que c'est ce qui m'amène à mon prochain jeu. Tu parlais de l'aspect coopératif dans l'Orcana. Avant d'essayer l'Orcana, en fait, là, j'avais essayé d'autres jeux quand même très complexes. Puis je voulais vous parler, en fait, là, c'est un jeu de cartes évolutif qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes. Donc, Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, c'est un jeu coop à 2 joueurs qui peut jouer jusqu'à 4, où tu construis ton propre deck avec toutes les cartes que tu as en main. Tu vas te monter un deck de nains, un deck avec tous les personnages emblématiques, que ce soit Aragorn, Gimli, Legolas, tous les gros personnages en fait de la saga. Et ce que tu fais, c'est que tu pars à l'aventure dans un scénario. Fait, exemple, dans la première campagne, on part pour la Forêt Noire. Là, dans la Forêt Noire, ben, il y a tant de chapitres. Donc, tu essaies de monter ton deck pour faire face au premier scénario et tu dois faire des points de quête pour progresser. Okay? Donc, tu as un cadran de menaces qu'il faut que tu t'assures d'être capable de gérer pour pas que ça monte à 50 de menaces, sinon tu perds la game. Okay? Donc, le but, c'est de progresser, d'envoyer tes bonhommes en quête avec leurs points de volonté, parce que sur une carte de personnage, tu as des points de volonté, des points d'attaque, des points de défense, puis des capacités spéciales. Donc, les points de volonté, c'est ça qui te permet de quêter. Donc, tu avances progressivement dans la quête, tu essaies d'envoyer tes personnages en quête, puis tu as le deck de Sauron, qui est l'automa, justement, qui t'envoie des trolls, des gobelins, une panoplie de bébites pas belles puis pas fines, qui sont vraiment très difficiles à gérer. Est-ce que c'est facile? Non. Honnêtement, dans ce jeu-là, je pense que c'est un des jeux de société les plus difficiles auxquels j'ai joué en coop. Je pense que je dois avoir un taux de victoire de 40% puis 60% de défaite. Tu sais, juste pour faire un coopératif, là, avec, un comparatif avec l'Orcana, dans les jeux de cartes évolutifs, tu sais, quand tu achètes un paquet, tu sais déjà toutes les cartes que tu as en main, puis souvent, ils arrivent déjà en 3 exemplaires, fait que tu sais déjà ce que tu as. Fait qu'avec toutes les cartes que tu as, tu essaies de bâtir le meilleur deck, il n'y a pas de surprise dans ce que tu achètes. Puis, tu sais, je suis pas le meilleur pour faire du deck building, mais même en suivant des decks que le monde montrait, les scénarios sont extrêmement difficiles, mais ce que j'aime, c'est les cartes sont super belles, c'est vraiment, vraiment très thématique. Le premier chapitre, on parle de la Forêt Noire. C'est quand on a terminé, on va passer à Khazad-dûm, où c'est qu'on va battre le Balrog. Après ça, on va passer dans les héritiers de Numénor, où c'est qu'on va combattre des Nazgûl, on va aller à Osgiliath. Ils ont sorti des boîtes de saga, exemple, les Chevaliers Noirs. Après ça, il va y avoir le Gouffre de M. Il y a des boîtes qu'on repasse la trilogie. Ça refait la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est ça, ouais. Puis il y avait même des decks particuliers qui appelaient Nightmare, qui poussent le jeu à une difficulté extrême. Déjà, je l'ai essayé une fois. OK? Je le referai plus, là. Je le referai plus, c'était l'enfer. Déjà qu'à la base, le jeu est extrêmement dur. Mais c'est le fun parce que pour ceux qui aiment ça, le challenge, c'est vraiment trippant d'essayer ça n'a pas marché, je reconstruis de quoi, je vais réessayer. Puis c'est dur de trouver un deck qui va faire en sorte que tu vas passer tous les scénarios. Exemple du premier chapitre qui est la Forêt Noire. Il va falloir que tu te réajustes avec les scénarios. Puis, pour les gamers qui jouent aux jeux vidéo, là, je pense que j'ai autant fait de scénarios, je suis mort autant de fois que quand tu joues à un Dark Souls ou à un Elden Ring, c'est l'enfer le nombre de fois que tu meurs. Faut être patient. Faut trimer dur, mais les victoires sont satisfaisantes. Puis ils avaient refait une nouvelle édition. Comme l'autre jeu, Marvel Champion, il est sorti, que lui aussi est un jeu coop comme Seigneur des Anneaux, mais dans l'univers Marvel. Oui. Ils ont réédité, en fait, le Seigneur des Anneaux 2 de cartes, le jeu de cartes. C'est vraiment 2 univers qui sont très, très populaires, puis il y a vraiment beaucoup de monde à ce niveau-là. Mais bref, Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, vraiment essayez si vous aimez le challenge, puis montez vos decks, là, allez-y, vous pouvez l'acheter les yeux fermés. Là.
Moi, c'est un petit peu dans les jeux de société coop, ce que j'aime moins, c'est le côté négatif de certains jeux coop. Puis ces jeux-là, je les ai plus. Il y en a un que j'ai encore là, mais j'y joue pas. C'est plus ma blonde qui joue avec d'autres personnes. C'est le niveau de difficulté qui est infaisable. Il y a certains jeux, t'as pas de gradation. Et je vais donner des exemples. Par exemple, 50 missions. 50 missions, tu dois faire les 50 missions, point barre. Si tu en fais 30, bah, tu as perdu. Et moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Les jeux où ton pourcentage de réussite, c'est 2-3% peut-être. Tu vas jouer des dizaines et des dizaines et des dizaines de parties avant de pouvoir arriver à faire quelque chose. Je sais pas, ça me motive moins, moi, ce genre de jeu. Puis ça a été la même chose avec Subterra. OK. Subterra, où tu dois... c'est très aléatoire dans le sens où tu fais ton chemin au fur et à mesure, puis tu dois sortir de la grotte. Et je crois qu'on n'a jamais réussi. On a joué je sais pas combien de fois. T'es mort à chaque fois? Ouais, on est mort tout le temps. Donc j'ai un petit peu de misère à me motiver, à me dire wow, encore une partie qui va pas se finir bien. C'est le côté un petit peu de certains jeux coop. Ils sont pas tous comme ça, mais les jeux coop, par exemple, tu parlais de Seigneur des Anneaux, où tu as une gradation, ou alors par exemple dans l'Orcana, où tu as une gradation, où tu peux commencer tranquillement à voir un petit peu les affaires que tu vas pouvoir faire pour essayer de battre le jeu. J'ai moins de difficultés avec ça. C'est ce qui complète notre chronique sur les jeux coop. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On vous invite à mettre vos commentaires et à vous abonner à la chaîne. Si jamais vous avez envie qu'on aborde certains sujets avec vous concernant les jeux de société, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on se revoit pour une prochaine vidéo. Un petit point aussi, si jamais vous avez, des jeux coop que vous avez adorés, mettez-les aussi en commentaire. Salut tout le monde, bye!